Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le dernier numéro de la revue Al-Jaish est dans son édito intitulé « Et les réalisations se succèdent ». La revue a indiqué qu'outre les victoires diplomatiques successives qu'elle vient de remporter, l'Algérie a franchi d'importants pas avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme pour les pays de la région que reflète la tenue des travaux de la réunion consultative, la première du genre entre les dirigeants des trois pays en Tunisie le 22 avril 2024. Précisons que cette démarche intervenant dans une conjoncture régionale sensible, notamment à l'ombre des graves développements sur le plan régional et des crises sans précédent au niveau international, qui nécessitent, selon la même source, une coordination des positions entre les pays du Maghreb arabe, ainsi que la consolidation des efforts, l'approfondissement et l'intensification des concertations afin de relever efficacement les nombreux défis politiques, sécuritaires et économiques et éviter d'être affectés par les mutations accélérées qui s'opèrent dans la région et dans le monde. Cela prouve l'attachement de l'Algérie à faire prévaloir l'action collective commune, souligne la revue, notant que l'idée de cette importante rencontre émane de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté en de nombreuses occasions sur la nécessité de trouver un mécanisme de concertation régulier et périodique, en particulier pour les pays de l'Afrique du Nord, qui œuvreraient à apporter des solutions appropriées aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Selon l'édito, le principal avantage à mettre au crédit de ce nouveau mécanisme important est qu'il coupera définitivement la voie aux ingérences étrangères et aux graves conséquences qui en résultent pour les pays de la région, qui n'ont de cesse de réaffirmer leur attachement légitime à la souveraineté de leurs décisions, à l'avènement d'un système international multipolaire et à des relations internationales fondées sur les principes de coopération, de solidarité et de justice, ainsi qu'à l'égalité de tous les pays de la planète devant le droit international, contrairement à ce qu'il en est actuellement, où la politique du deux poids, deux mesures et la duplicité prévalent dans le traitement des différends au niveau international. Nous débattrons du dernier édito de la revue Al-Jaish avec nos invités, juste après cette petite intro. La revue Al-Jaish, l'Algérie, la Tunisie et la Libye ont franchi d'importants pas. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission son Excellence Ahmed Ounaïs, ancien diplomate mais ancien ministre des Affaires étrangères tunisien. Il est avec nous depuis Tunis par téléphone. Monsieur Ahmed Ounaïs, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, ahlan wa sahlan. Merci beaucoup, cher Ounaïs. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Washington Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous via Skype depuis Washington. Donc, Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Bienvenue à Ahmed Ounaïs et à tous vos téléspectateurs. Très bien. Avant d'entamer donc le sujet, on va juste essayer de vous faire montrer donc cette petite vidéo. Donc c'est l'ENTV par rapport donc à la revue Al-Jaish, le dernier édito de la revue Al-Jaish. On regarde ce petit passage de l'ENTV et je reviens juste après mes invités. وتتوالى الإنجازات، هكذا عنونت مجلة الجيش افتتاحيتها. فالجزائر المتمسكة بترجيح دفة العمل الجماعي المشترك تخطو خطوة هامة بمعية الشقيقتين تونس وليبيا على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة، يترجم ذلك الطرح المسنود بإرادة مشتركة قوية
انعقاد أشغال الاجتماع التشاوري الأول من نوعه شهر أفريل المنصرم بين قادة الدول الثلاث بتونس. اجتماع يأتي في خضم تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي، خاصة وأن الآلية المكسب ببعد وحدوي ستقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية، تؤكد مجلة الجيش. فالآلية فكرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحقيق التشاور المنتظم، مما يتيح حتما إرساء أسس قوية لتعزيز التعاون على الأصعدة الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى أن الجزائر وتونس وليبيا عبر اللقاء التشاوري سيكون لها صوت موحد في المحافل الدولية. لتختتم افتتاحية مجلة الجيش بالتأكيد على أن الشعب الواعي يواجه المخططات العدائية ويسير على نهج التقدم. Monsieur Ahmed Ounaïs, je vais commencer avec vous cette émission. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Barakallahu fik. Ahmed Ounaïs, rappelons que vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères tunisien. On avait fait une émission par rapport à cette rencontre tripartite à Tunis. Quand on lit l'édito Al-Jaish qui rappelle que l'Algérie a franchi d'importants pas avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme pour les pays de la région. Et d'après la revue El Jaish, cela reflète la tenue des travaux de la réunion consultative, donc la dernière rencontre tripartite à Tunis. Quelle est votre réaction, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, la référence à cette réactive, à ce sommet nord-africain, comme il a été intitulé, cette référence est importante sur deux points. D'abord, c'est une réunion au sommet. Deuxièmement, elle a décidé d'une périodicité et donc d'une tentative de structuration. Maintenant, son contenu et le projet qu'elle tente de combler est-il de mettre fin au projet du Grand Maghreb arabe ou bien de constituer une instance consultative à l'intérieur du Grand Maghreb arabe? La réponse n'est pas donnée. C'est un point d'interrogation pour nous en Tunisie. Maintenant, tout ce qui rapproche les dirigeants arabes en général et maghrébins en particulier est le bienvenu et nous sommes heureux de cet entretien et de ce sommet. D'autre part, la consistance de cet article, cet éditorial du périodique El-Jaish a l'air de situer ce sommet dans le cadre d'une année électorale pour le président Tebboune et pour le président Kais Saïed d'ailleurs. Entre août et octobre prochain, nous aurons deux élections présidentielles en Algérie et en Tunisie. Il y a donc un activisme sur le plan maghrébin et jusqu'à un certain point sur le plan international. Donc notre réaction est d'encourager tous les contacts possibles entre maghrébins, mais également d'attirer l'attention sur l'idéal qui anime nos consciences de tout temps et qui est l'édification du Grand Maghreb. N'oublions pas l'essentiel, l'historique, le stratégique face au conjoncturel. Voici ma première réaction. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Ounaïs. Hamid Lelou, votre réaction, vous avez entendu donc l'analyse de Monsieur Ounaïs. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que, bien sûr, l'édito Al-Jaish aussi précise que cette démarche intervient dans une conjoncture régionale sensible, notamment à l'ombre des graves développements sur le plan régional et des crises sans précédent au niveau international.
En effet, comme Monsieur l'ambassadeur le dit bien, c'est une tentative de structuration qui, à mon avis, j'ai pas envie de spéculer et de dire qu'elle est vouée à l'échec, mais celle qui a eu lieu en 89, déjà à l'époque, les 5 membres de l'Afrique du Nord étaient présents et pourtant cette tentative était plutôt éphémère. Elle avait duré que quelques années et après elle s'est éclaboussée. On sait les raisons pour ça. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à cette tentative, comme il l'appelle votre invité, elle vient à un moment critique, comme toujours, c'est critique, c'est une région qui est très, très instable. C'est une région, c'est un bloc régional le moins développé et le moins uni dans le monde. Rappelons que les échanges commerciaux entre les pays de l'Afrique du Nord s'élèvent à moins de 3,5%, ce qui est ridicule. Les frontières terrestres sont fermées. Quand elles sont ouvertes, elles ne sont pas vraiment ouvertes, elles sont fermées. Par exemple, la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, par exemple, il y a des moments où elle est fermée et pour traverser la frontière, c'est difficile de part et d'autre. N'en parlons pas de la Libye à cause de l'instabilité. La frontière terrestre avec le Maroc, elle est complètement fermée, ou ce qu'ils disent, et les autres, elles sont difficilement accessibles. Ce qui est intéressant aussi par rapport à cette réunion ou cette tripartite, comme il l'appelle une réunion consultative. Donc, ils sont encore au stade de consultation et de concertation. Rien n'a été décidé. Ils ont décidé, la seule chose qu'ils aient décidé, c'est de se réunir tous les 3 mois. Une rotation Alger, Tunis, Tripoli, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent à quelque chose. Et enfin, le problème qui se pose à ce jour, parce que dans leur éditorial pompon, dans lequel il y a toute une autosatisfaction par rapport aux réalisations et particulièrement à cette tripartite, il y a aussi, ils parlent de ce nouveau mécanisme qui va les aider à faire face aux aléas et aux turbulences internationales, en particulier dans la région. Mais quand vous avez des creux et vous avez au fait des portes ouvertes, ce qui est le maillon faible de la chaîne, l'absence de la Mauritanie et l'absence du Maroc, dans ce cas-là, quand vous dites vous avez un mécanisme qui va permettre de protéger cette région, ce n'est pas vrai puisque la Mauritanie et le Maroc ne font pas partie de ce groupe. Très bien, restez avec nous Hamid Lello. Monsieur l'ambassadeur, on avait débattu la dernière fois donc, de la question de la présence du Maroc et de la Mauritanie. Vous avez donc dit que cette initiative est une bonne chose, mais qu'il faut aussi essayer d'élargir cette initiative à d'autres pays comme le Maroc et la Mauritanie. Selon l'édito, quand on lit l'édito, on dit que le principal avantage à mettre au crédit de ce nouveau mécanisme important, selon l'édito bien sûr d'El Jaish, qu'il coupera définitivement la voie aux ingérences étrangères et aux graves conséquences qui en résultent pour les pays de la région, qui n'ont de cesse de réaffirmer leur attachement légitime à la souveraineté de leurs décisions à l'avènement d'un système international multipolaire. Votre réaction, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, je conteste l'expression de mécanisme. Pour l'instant, nous avons une instance consultative qui n'a pas d'attribution exécutive et la seule institution exécutive admise dans la région de l'Afrique du Nord, c'est le traité de Marrakech de février 1989. Pourquoi est-ce que les institutions de cette réalisation du Grand Maghreb qui vaut les réalisations régionales des autres régions du continent africain, pourquoi ces institutions ont-elles été paralysées depuis 1995? Pour nous, c'est inquiétant. En tant que peuple tunisien, pour nous, la véritable institution enracinée dans la légalité
Et dans la légitimité historique, c'est une institution qui illustre le grand Maghreb arabe. Je ne vois pas de substitut à cette institution, que ce soit dans le cadre du traité de Marrakech ou d'un nouveau traité à négocier, c'est admissible, mais la paralysie de cette institution et le fait que son secrétaire général, dont le mandat a échu il y a plus d'1 an, n'a pas été renouvelé, qu'aucune candidature n'a été acceptée, enfin recommandée jusqu'à présent, est inquiétant. La substitution d'une réunion consultative à travers laquelle un certain nombre d'attributions sont actuellement avancées, à mon avis, est un peu ambitieuse et irréaliste, et elle ne saurait combler notre idéal qui est enfin, comme l'a rappelé notre collègue algérien, l'impératif de structurer une institution couvrant l'ensemble de la région du Maghreb. Je rappelle que le Maghreb est extrêmement fracturé et instable actuellement. La Libye est en pleine guerre civile. Elle oscille entre des partenaires occidentaux et la Russie d'autre part. Nous sommes tous dans un environnement également menacé. Il y a une rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Nous essayons de surnager et de laisser vivant un organe qui est l'Union du Maghreb arabe et le traité de Marrakech, mais les gouvernements n'y adhèrent pas. Donc, où est le progrès sur ce plan? Monsieur l'ambassadeur, quand vous dites les gouvernements... Bravo, bravo, il faut se consulter. Il faut tenter de surmonter les obstacles économiques et de faire face à d'éventuels risques stratégiques. Mais nous sommes loin d'équivaloir à l'effort réussi de nos frères africains en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, en Afrique centrale. Essayons de faire l'effort de combler un impératif d'institutions régionales véritables, authentiques, ayant un avenir et unissant l'ensemble des peuples de la région. Mais aussi la question qui se pose, monsieur l'ambassadeur, quel mécanisme pour arriver donc à cet idéal que vous avez exprimé? C'est tout simplement une table ronde. À mon avis, ceux qui ont participé au sommet, les 3 chefs d'État, auraient dû prendre l'avion le deuxième jour de leur rencontre et se rendre à Marrakech ou à Nouakchott et inviter le 5e et mettre sur la table tous les obstacles à la réanimation de la véritable institution maghrébine qui est l'Union du Maghreb arabe. S'il faut renouveler le traité de Marrakech, renouvelons-le. S'il faut trancher les éventuels malentendus entre les frères maghrébins, ils sont bien placés pour le faire. Mais ce que je constate au lendemain de cette réunion consultative, c'est que le chef d'État libyen qui a participé a envoyé 2 émissaires spéciaux, l'un à Rabat, l'autre à Nouakchott, pour rappeler que la Libye tient d'une manière irrécusable, irréfutable, à l'institution du Grand Maghreb arabe. Donc inutile, à mon avis, de grossir les mots et de flétrir la réalité. Il y a eu une réunion consultative excellente, c'est un bon pas, mais il doit être suivi de pas véritablement constructifs quand on est loyal à l'idéal du Grand Maghreb. Très bien. Restez avec nous, monsieur l'ambassadeur. Vous avez parlé aussi d'une conjoncture régionale sensible. C'est ce qui a été exprimé aussi par Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État algérien. On va l'écouter dans ce passage et je reviens juste après à mes invités.
فيما يخص الامن القومي تاعنا بالطبع يعني راني عارف بليكم ساهرين صباح مساء وراني عارف قوام المعركه وشاكر كثير الوحدات وشاكر الجولات اللي يقوم بها السيد الفريق الاول قائد اركان جيش الوطن الشعبي ساهر على جاهزيه الجيش لكل احتمالات لا قدر الله. قلت له بلي احنا ناس مسالمين ولكن كاش الامان. شاكر التحضير نتاع الجيش نتاعنا كل الوحدات ولكن المحيط نتاعنا نجم نعتبروه بحر هايج حدودنا كلها تحت المجهر وحامدين ربي وشاكرين ربي والرجال اللي سخرهم لهذه البلاد اللي خلاو البلاد مستقرة فيما Quand on voit dans ce passage donc c'est les déclarations d'Ahmed Tebboune parler de que l'Algérie est prête à toutes les éventualités, rappelons donc ce climat ou cet environnement chrysogène, si on peut le dire, le Sahel, mais aussi les relations de l'Algérie avec d'autres pays. Qui est responsable donc de cette situation, d'après vous, quand Tebboune parle donc d'un environnement qui le qualifie comme une mer agitée? Est-ce que la question est posée à moi non, à notre ami de Washington, Hamid Lello. Mais vous pouvez rebondir juste après, monsieur l'ambassadeur. Hamid Lello, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis ici. Vous m'entendez? Très très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Hamid Lello. Oui, j'ai entendu la question, c'est juste que j'ai pas de retour d'image. D'accord. Mais c'est pas grave. On vous voit très très bien. Ok. Alors, les discours répétés de l'institution militaire ou des responsables algériens démontrent d'une chose, la peur. Apparemment, il y a une peur. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que vraiment ils sont au courant de certains soubresauts qui peuvent arriver ici et là? En tout cas, il est vrai qu'on entend depuis des mois et des mois, c'est une menace réelle autour de l'Algérie. Il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi le côté libyen, le côté malien et nigérien. Est-ce que maintenant, ceci, justement, m'amène à penser à l'intention de cette structure tripartite? Est-ce qu'elle est conjoncturelle, comme l'a dit votre invité, c'est Ahmed, ou bien l'intention est bonne et qu'il faudra élargir le groupe à d'autres membres? Je pense que si l'intention est bonne, ils devraient le faire. Il propose que ces leaders prennent l'avion et aillent à Nouakchott et Rabat. Oui, s'ils pouvaient le faire, pourquoi pas, mais on sait que dans la diplomatie, même pour arriver à cette réunion à 3, je pense que ça a pris des mois et des mois de concertation, d'autant plus que la Libye est très instable. Donc, pour convaincre une partie de la Libye à participer à ce sommet à 3, ça a dû prendre beaucoup d'efforts. Et je ne serais pas étonné d'apprendre que des initiatives, en plus des initiatives libyennes qui ont effectivement envoyé leur émissaire à Rabat et à Nouakchott, que les autres pays ne fassent pas la même chose, d'autant plus et la Tunisie et l'Algérie jouissent d'excellentes relations avec la Mauritanie. Maintenant, chouka, comme on dit, dans tout ça, c'est les relations exacerbées, les relations vraiment pourries qu'il y a entre Rabat et Alger. Et tant que ce différend, je n'ai même pas envie de dire le conflit, mais tant que ce différend entre Alger et Rabat est là, il va continuer à gangréner la maladie qui se trouve en Afrique du Nord. Et même si la Mauritanie se joint plus tard, ce qui m'étonnerait, ça m'étonnerait que la Mauritanie fasse quelque chose au détriment d'un autre partenaire.
J'ai déjà expliqué que même s'il y avait une initiative marocaine qui exclurait l'Algérie, la Mauritanie n'en ferait pas partie. Et d'ailleurs, maintenant que cette initiative exclut en quelque sorte le Maroc, et la Mauritanie refuse de jouer à ce jeu. Maintenant, l'avenir nous dira ce qui va se passer, mais moi, je ne suis pas confiant. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. On va écouter donc qu'est-ce qu'il pense, Monsieur l'ambassadeur. Donc, on va juste montrer la première page donc de Al-Jaish, la revue Al-Jaish. Notre souveraineté donc repose sur une armée forte et une économie développée. Donc, on peut lire. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pensez donc de cette question quand Ahmed Tebboune parle d'un environnement qui le qualifie comme une mer agitée? Il y a un environnement qui est chrysogène, si on peut dire. On voit ce qui se passe au Sahel, mais aussi en Libye. Une crise diplomatique, rupture diplomatique avec le Maroc, une crise avec l'Espagne. On va revenir aussi sur la menace de l'Algérie de couper le gaz à cette compagnie espagnole Naturgy en cas de rachat, si on peut dire, donc, de cette compagnie par une compagnie émirati. Quelle est votre réaction? Qui est responsable de cette situation dégradée de la diplomatie au Maghreb, mais surtout en Algérie, Monsieur l'ambassadeur? À mon sens, il faut saluer les initiatives d'entretien et d'ouverture des frontières et toute tentative de réponse plus que bilatérale. Tout ce qui peut signifier un effort plus que bilatéral, c'est-à-dire tuniso-algérien ou tuniso-libyen ou algéro-libyen, etc., est digne d'être salué et doit être encouragé. Deuxièmement, il est vrai que la situation du Maghreb est instable et menacée. Troisièmement, nous avons une guerre civile qui est longue, n'est-ce pas, en Libye, et il faut tenter de surmonter cette guerre civile paisiblement, sans davantage d'effusion de sang, et troisièmement, maghrébinement. Pourquoi voulez-vous que d'autres se mêlent de la guerre civile libyenne? Il faut que la réponse soit libyenne et soit garantie par les frères du Grand Maghreb, que la Libye reconnaît et avec lesquels elle n'a jamais rompu. La Libye a entretenu des entretiens entre les acteurs de cette guerre civile, aussi bien au Maroc et davantage au Maroc qu'ailleurs, mais également en Algérie et en Tunisie. Et donc, la Libye est fraternelle, sans aucune limite. Donc, il y a une instabilité, il y a une menace, n'est-ce pas, à la stabilité des pays du Maghreb, et c'est pourquoi nous saluons les tentatives pour essayer de les surmonter. Pourquoi la Mauritanie n'est-elle pas membre de cette réunion consultative? C'est une question grave. Que le Maroc ne se joigne pas alors qu'il y a une rupture de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc depuis 2021, c'est explicable, disons diplomatiquement. Mais pourquoi la Mauritanie ne vient pas? À mon sens, la Mauritanie ne veut pas enfoncer le clou, ne veut pas aggraver la blessure, n'est-ce pas, enfoncée dans le corps du Grand Maghreb, et essaye de préserver l'avenir. Pour ma part, je ne peux que saluer une telle politique, de même que je salue la politique de Al-Menfi, le président libyen, qui a immédiatement envoyé des émissaires au Maroc et en Mauritanie pour dire que notre avenir est dans le Grand Maghreb. Maintenant, qui est responsable de ça? La question est journalistique, mais diplomatiquement, il est très difficile
de répondre en toute simplicité à une telle question dans un terrain miné, justement. Ce que je peux dire, c'est que si les efforts... Est-ce que l'Algérie a ses raisons de s'inquiéter, monsieur l'ambassadeur? Est-ce que l'Algérie a ses raisons de s'inquiéter? Est-ce que l'Algérie a ses raisons de s'inquiéter? À mon avis, elle n'a pas de raison de s'inquiéter. Elle a une armée forte et puissante, avec un arsenal militaire impressionnant. C'est, au cours des 5 dernières années, le premier acheteur d'armement dans l'ensemble africain, n'est-ce pas? Et donc, la stabilité de l'Algérie n'est pas menacée. À mon avis, sa sécurité n'est pas menacée. Les élections se tiennent à tous les rendez-vous. Il y a eu à un moment donné un flottement à la fin du mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais il a été surmonté paisiblement, démocratiquement, et nous nous en félicitons. Et à mon avis, ce n'est pas l'Algérie qui est menacée. N'est-ce pas? C'est l'idée maghrébine, c'est l'édifice du Grand Maghreb qui est déficitaire et qui ne semble pas sur la bonne voie d'être comblé dans les perspectives que nous lisons dans le périodique Al-Jaish, ni dans le discours de Tebboune. Maintenant, le discours de Tebboune est plein d'espoir pour l'économie algérienne, pour la centralité stratégique de l'Algérie par rapport à sa région. C'est une centralité d'abord géographique qui est réelle et objective, maintenant stratégique, puisqu'il y a des ruptures de relations diplomatiques à l'initiative de l'Algérie. Pourquoi ne pas surmonter cet écueil entre Maghrébins? Qu'est-ce qui empêche des frères d'aller de frapper aux portes du frère et de rentrer dans la maison et d'en discuter fraternellement? À mon avis, il y a là des dissimulations qui ne comblent pas nos attentes et nos espoirs et qui jettent des points d'interrogation sur les discours optimistes tels qu'ils se présentent à la veille des élections présidentielles en Algérie et en Tunisie. Très bien. Restez avec nous, monsieur l'ambassadeur. Hamid Lello, on va écouter Tebboune, puisque monsieur l'ambassadeur a parlé aussi de l'armée algérienne, et on écoute Tebboune dans ce passage parler aussi de l'armée algérienne. والجيش راه قوي اليوم إطارات الناس يتكلموا على الجيش اليوم الجيش كله اليوم باش تدخل الأكاديمية تاع شرشل لازمك شهادة عليا بقاش الجيش اللي كنا نتكلموا عليه في بداية الاستقلال ولا الجيش كله إطارات تقنيين سامين كلهم عارف واش راه يدير عارف وين يوصل الجزائر إلى بر الأمان. Hamid Lello, comment peut-on analyser donc ce passage d'Al-Majid Tebboune, bien sûr il parle de l'armée, il qualifie l'armée algérienne comme étant une armée forte, mais aussi il parle de 2 facteurs qui font qu'un pays est fort. Il parle donc d'une armée forte et une économie forte. Pourquoi on associe l'armée donc au développement, Hamid Lello? Alors, il a aussi fait quand même une sorte de lapsus, hein, parce que là, il est en train de dire à tous les officiers supérieurs que vous êtes incompétents, parce que la plupart d'entre eux, y compris Chengriaha, ils n'ont pas de diplôme universitaire, ils sont là depuis 5 décennies maintenant, donc à se demander si c'est un lapsus ou pas. Ceci dit, une armée, la sécurité nationale, une armée forte, militaire ou opérationnelle, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas que l'armée pour défendre le pays. Ça, c'est dingue. Vous ne pouvez pas associer l'armée, la même armée qui est supposée défendre le pays du point de vue opérationnel et sécuritaire, et l'associer aux décisions politiques. De 3, vous ne pouvez pas dire que vous avez une armée forte et parler d'économie et utiliser le gaz comme un levier contre vos voisins avec qui vous êtes censé avoir de bonnes relations. Une armée, une économie
justement qui est forte, qui est indépendante et qui est souveraine, n'a pas peur de dette. Par exemple, il a aussi ajouté le fait qu'on ne veut pas avoir de dette extérieure parce que la dette touche à la souveraineté nationale. C'est ridicule. C'est ridicule. Les grands pays, les États-Unis, un grand pays comme ça, ils ont 34 trillions de dollars de dette, c'est-à-dire 3400 milliards de dollars. C'est énorme. Une dette, il y a deux types de dettes, même dans les foyers. Il y a une dette de la consommation ou bien une dette pour l'investissement. Si vous vous endettez pour investir et développer votre économie, il n'y a pas à avoir peur. Et si vous êtes solvable, et si votre économie, comme vous dites, elle est forte, soi-disant c'est la 3e maintenant en Afrique, ça veut dire que vous avez les moyens de rembourser. Mais on sait que l'Algérie n'a pas une économie forte, elle a une finance qui est assez importante due aux rentrées de devises à cause du gaz et du pétrole. Et utiliser cette menace d'arrêter d'approvisionner le gaz à cette compagnie Naturgy, c'est pas du bon sens. Les Arabes l'ont essayé en 1973, ça s'est retourné contre eux. Maintenant, ils ne veulent plus utiliser cette arme. Je parle des pays du Golfe parce qu'ils savent que ça a un effet de boomerang. À continuer de menacer les voisins avec ça, eh ben, ils iront ailleurs ou bien ils trouveront une autre solution. D'ailleurs, le futur prodigue d'un changement ou d'une évolution dans les énergies où on parlera plus d'énergie verte que d'énergie fossile. Et du coup, quand il insiste sur l'armée, c'est pas que l'armée qui défend le pays, c'est le peuple aussi. Il est où le peuple dans cette équation? C'est comme si le peuple n'existait pas. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas se défendre s'il n'y a pas de peuple. Et on ne peut pas se défendre enfin si on n'a pas un bon voisinage. Parce que le maillon faible, maintenant, ce sont justement le fait de laisser la Mauritanie et le Maroc de côté. Et moi, j'insisterai sur ce point enfin pour rappeler votre invité Ahmed que la Mauritanie, en effet, ils ne sont pas contre. Moi, je connais la Mauritanie, je parle avec des responsables mauritaniens. Ils ne veulent pas faire quelque chose pour fâcher l'autre, surtout quand il s'agit de l'Algérie et du Maroc. Et vous verrez que leurs relations bilatérales se développent de plus en plus avec les deux pays simultanément. Il y a une route qui est ouverte sur la Mauritanie. Ils sont en train de développer pas mal de choses avec l'Algérie parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour fâcher l'autre et vice-versa. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. On va écouter dans ce passage aussi Al-Majid Tebboune parler, donc dire qu'on n'aime pas la guerre, mais on est prêt. On écoute Hamid. عندي حتى عقده باش نقوي القوه تاع باش نزيد القوه تاع الجيش حفاظا على استقلالنا وبالاخص في الظرف الحالي مثل ما قال سيد الفريق الاول قائد الاركان. اليوم رانا نشوف لوبسيون ميليتير لوبسيون داتاك راه سي جينيراليزي في العالم. احنا خاطينا، احنا ما نتعداش وسبق لي وقلتها، ما نتعدى حتى على واحد وما نحبش الحرب لأننا نعرفوا قيمة الحرب. الشعب اللي ضحى بالتضحية تاعنا يعرف قيمة الحرب ويعرف قيمة التضحية. إذن مانيش نبحث على الحرب، ولكن اللي تعدى علينا راها ما تحبسش ما تفرش. نظن هذا عهد أعطيناه لبعضنا بعض، ومن تعدى حدود الجزائر فقد ظلم نفسه. Monsieur l'ambassadeur, donc, dans ce passage, j'aimerais avoir votre réaction après donc, ces déclarations d'Al-Majid Tebboune. Donc, ces déclarations ont été faites au siège de la défense, du ministère de la Défense nationale, mais aussi dans l'édito, on peut lire aussi que le principal avantage à mettre au crédit de ce nouveau mécanisme, donc cette rencontre de tripartite, et qu'il coupera définitivement la voie aux ingérences étrangères et aux graves conséquences qui en résultent pour le pays de la région, pour les pays de la région qui n'ont cesse de réaffirmer leur attachement légitime à la souveraineté de leurs décisions. Écoutez, la souveraineté de la décision,
est la base même de l'existence de l'État. Et donc, si 5 États existent dans le Grand Maghreb et ont signé un traité à Marrakech en février 1989, c'est que tous tiennent à leur souveraineté, au respect de leur souveraineté, à l'intégrité de leur territoire. Mais là, je pose 2 questions. Qui franchit les frontières d'un État s'expose à une réaction n'est-ce pas, dure, c'est légitime. Mais pour l'instant, reconnaissons que nous vivons une migration qui traverse les pays du Grand Maghreb, en tout cas de l'Afrique du Nord, d'une manière constante, et c'est un franchissement des frontières. Il n'est pas belliqueux. Et il n'y a aucune recherche, n'est-ce pas, de la part de ces migrants de s'attaquer à la souveraineté ou à la stabilité des pays, mais ils tiennent à un transit et quelquefois à un établissement dans les pays d'Afrique du Nord. C'est un franchissement de frontières, n'est-ce pas? Et deuxièmement, nous avons actuellement des tentatives de la part de pays occidentaux et de la Russie de noyer la Libye avec des armements auprès de chacun des 2 acteurs de la guerre civile. Il s'agit là, n'est-ce pas, d'une espèce de franchissement de frontières d'un pays du Grand Maghreb que nous devons aider à surmonter cette question fondamentalement et non pas conjoncturellement. Donc, ces 2 questions s'imposent après avoir écouté le président Tebboune. Maintenant que l'armée algérienne soit suffisamment fournie, qu'elle soit suffisamment à jour pour répondre à n'importe quel défi, je m'en félicite. Je ne peux que souhaiter la stabilité, la paix et le développement économique et la prospérité à nos frères algériens. C'est évident. Maintenant, ça ne construit pas l'avenir lorsque, comme le rappelle Hamid très justement, il y a des conflits avec les pays voisins. Pourquoi est-ce que la Mauritanie n'a pas participé à ce que Abdelmejid Tebboune appelle le mécanisme? Et pourquoi est-ce que la rupture des relations diplomatiques subsiste entre 2 pays frères qui se sont solidarisés face à tous les ennemis du monde et qui aujourd'hui, par la volonté de l'un des 2, n'est-ce pas, est en rupture de relations? Pourquoi ne pas surmonter ces difficultés-là? Parler de la force de l'armée, c'est au contraire signaler qu'il y a des dangers à l'horizon. Pourquoi parler de danger lorsqu'une diplomatie fraternelle est accessible à tous les membres du Maghreb et que les peuples ne demandent pas mieux que d'édifier ou de recommencer à édifier ce grand Maghreb? Pourquoi ne pas fixer un objectif aussi noble que celui-là, un objectif qui réponde aux vœux, à l'espérance des 5 pays du Maghreb? Pourquoi l'ignorer et l'étouffer avec un langage à la limite menaçant? À mon avis, ne changeons pas la nature des choses. Nous sommes tous des frères. Nous appartenons tous à la même grande famille du Maghreb. Notre solidarité est inattaquable. Les difficultés actuelles doivent être qualifiées de difficultés et la diplomatie responsable a pour vocation de surmonter ces difficultés pacifiquement, par la négociation, en franchissant les portes paisiblement. N'est-ce pas, mais quand vous parlez, monsieur l'ambassadeur, nous nous interdisons de telles méthodes. Pourquoi donc? Quand vous parlez que l'une des parties est responsable de la situation que nous vivons en termes de relations entre les pays maghrébins, qu'est-ce que vous insinuez quand vous dites une partie? Est-ce que vous parlez souvent donc vous reprochez au système en Algérie l'émissement de l'armée dans la question politique? C'est ce que vous voulez dire?
Écoutez, ce que je veux dire, c'est que dans tout État, lorsque l'institution de la présidence et l'institution militaire s'entendent, dialoguent et sont d'accord sur les programmes à réaliser dans l'économie nationale et dans les relations fraternelles entre les citoyens et dans l'ensemble de l'environnement, nous saluons tout cela. Je ne dénonce absolument pas un tel effort politique de la part d'un président d'être écouté par son armée et d'affirmer la convergence et l'entente entre la présidence et l'armée. Au contraire, je ne peux que saluer, mais je pose la question, pourquoi donc ne pas aller au-delà du voisin oriental et du Libyen également oriental vers les voisins, le voisin occidental et le voisin du Sud? Pourquoi ne pas aller là-dedans? Quelle est la réponse du côté algérien? Je ne dis pas que l'Algérie est responsable de la situation. Nous sommes peut-être tous responsables, probablement, mais je ne réponds pas à cette question en tant que diplomate, je réponds en tant que citoyen du Grand Maghreb. Cela me fait de la peine de constater que l'on regarde la fraternité d'un côté et pas de l'autre lorsque nous appartenons à une même famille. Très bien, restez avec nous, monsieur l'ambassadeur. Hamid Lello, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, mais aussi ce discours menaçant qui a été qualifié même par monsieur l'ambassadeur Ahmed Ounaïs de limite menaçant quand on entend Ahmed Tebboune dire qu'on est prêt à toutes les éventualités, mais aussi souvent l'armée est au devant de la scène. Comment peut-on expliquer donc cette situation de menace, mais aussi si on peut dire donc de ce discours qui revient souvent avant donc des élections en Algérie? Justement, vous parlez de ça, à se demander si ce genre de discours, l'intention c'est pour faire du marketing à l'intérieur, pour faire peur aux gens, pour faire peur à la population algérienne et dire qu'il faut se mobiliser autour de notre institution. Et voyez bien, l'institution militaire me supporte, donc c'est moi l'homme de la situation et pourquoi pas, ils le font comme ça. Monsieur l'ambassadeur dit que c'est à la limite un discours menaçant vis-à-vis des voisins. On revient au concept de la souveraineté. Je suis désolé, monsieur l'ambassadeur. Moi, je ne connais pas de pays de l'Afrique du Nord qui soit souverain. Toutes les décisions qui sont prises par les régimes sur place, elles sont assujetties à des pressions qui viendraient d'ailleurs. Des fois, ils le disent ouvertement. Par exemple, l'Algérie reproche, le régime algérien reproche aux voisins marocains le fait de ne pas être souverain et d'avoir les sionistes venir les supporter. La même chose pourra être dite sur le régime algérien, sur la Tunisie, sur la Libye et pourquoi pas sur la Mauritanie. Donc le problème de souveraineté s'applique à tous les pays de l'Afrique du Nord, malheureusement. La fraternité, oui, mais ça suffit pas. On le sait, dans le temps de l'histoire de l'homme, même les prophètes frères qui se sont battus à mort, dans certains cas, l'Algérie, malheureusement, et le Maroc ont eu certaines guerres en 64, en 74, 75. J'espère qu'on ne reviendra pas à ça, mais la fraternité ne suffit pas. Au contraire, des fois, il est plus difficile de se réconcilier avec un frère qu'avec un étranger. Et enfin, il a parlé de l'immigration clandestine qui n'est pas une menace pour l'Afrique du Nord. Absolument pas. Sauf que, malheureusement, encore une fois, les pays de la région utilisent j'ai envie de l'appeler ce fléau, mais ce nouveau phénomène comme levier des uns contre les autres. On a eu des récits, moi je travaille dans le domaine humanitaire, on a entendu toutes les histoires sur les immigrés clandestins qui se font balloter entre la Tunisie et l'Algérie, Tunisie-Libye, Libye-Algérie, Algérie-Mauritanie, Mauritanie-Maroc, Maroc-Algérie. Pourtant, les frontières, elles sont fermées dans beaucoup de cas
et ces vies humaines, ils jouent avec ces vies humaines et ils les utilisent justement comme menace, comme excuse pour escalader une violence verbale entre les pays. Ceci dit, est-ce que Tebboune et ses acolytes, c'est la solution? Ça, c'est certain que c'est pas la solution, mais ils utilisent ces menaces et ces soi-disant instabilités pour mobiliser à l'intérieur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Monsieur l'ambassadeur, très rapidement, parce qu'on est pressé par le temps. Ma dernière, quelle perspective donc par rapport à cette région d'Afrique du Nord, du Maghreb, est-ce que vous pensez que le salut viendra des peuples? On l'a vu par exemple en 2019, le soulèvement populaire en Algérie. Très rapidement, monsieur l'ambassadeur. Certainement, les peuples sont concernés et comme l'a rappelé Hamid, n'est-ce pas, ils sont les premiers souverains. Il n'y a pas de souveraineté au-dessus de la souveraineté populaire. Maintenant, qu'il y ait un avenir fraternel, paisible et créateur entre les 5 pays du Maghreb, je le crois fermement et j'espère que tous les Maghrébins conservent et maintiennent cette flamme vive de l'édification du Grand Maghreb. Maintenant, je tiens à rectifier, je n'ai pas dit que les discours de Abdelmajid Tebboune soient une menace, ni qu'il lance une menace, mais simplement c'est un discours mobilisateur au cas où une menace se précise relativement à l'Algérie. Il se défendra, et il se défendra fermement, et c'est son droit, et c'est le droit de tous les pays de la région. Mais je n'ai pas parlé d'une situation de menace directe, nullement. J'ai parlé d'un discours électoral parce que nous avons une échéance dans quelques semaines électorale en Algérie, la même chose en Tunisie. C'est donc un discours nationaliste, mobilisateur, légitime, mais qui passe sur un certain nombre de réalités fondamentales qui sont nos priorités réelles, parce que nous n'avons pas d'inquiétude dans les médias relativement à l'Algérie, mais nous avons une inquiétude relativement à la paix dans l'ensemble du Maghreb et relativement à la réunification des frères divisés en Libye. Voilà les menaces réelles. Maintenant, il y a également le phénomène de la migration qui menace la stabilité économique des pays de transit et des pays d'accueil. Oui, ça, c'est une réalité, mais elle n'est pas belliqueuse, elle n'est pas militaire. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je puis répondre sur ce point. Barakallahu fik. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Hamid Lello, 10 secondes. Lara Albon me dit qu'on doit donc finir cette émission. Il n'y a pas de problème. Le salut viendra du peuple, absolument. La légitimité populaire, c'est ça la vraie souveraineté pour tous les pays. Ça s'applique sur les 4 pays de l'Afrique du Nord. Et enfin, je ne pense pas que ce conflit va s'escalader au point qu'il y aurait une confrontation directe avec le Maroc. Je ne pense pas. D'ailleurs, les acteurs internationaux les plus importants, y compris les Américains et les Russes, ce ne sera pas dans leur intérêt à avoir le Maroc et l'Algérie s'entretuer. Merci beaucoup, Hamid Lello. Merci. Je rappelle, vous êtes directeur de Run for Democracy en Algérie. Merci à vous. Merci à monsieur l'ambassadeur, donc, Ahmed Ounaïs, ancien ministre des Affaires étrangères tunisien. Il était avec nous depuis Tunis. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha.